Bienvenue au podcast Main à la pâte, un podcast où on reçoit des entrepreneurs du Québec qu'on est habitué de voir sur la scène médiatique, mais qu'on connaît peut-être pas tant que ça les derrière de leur entreprise et eux-mêmes en tant qu'humains. Aujourd'hui, on reçoit William Giroux, qui est un des cofondateurs de l'entreprise CaseMe, qui fait notamment les étuis de téléphone, mais aussi d'autres accessoires mobiles. Donc, on va parler évidemment les débuts de l'entreprise, comment ils ont assuré la croissance de l'entreprise avec des chiffres absolument impressionnants, mais aussi leur vie personnelle, comment c'est de naviguer au travers d'être en actionnariat avec quelqu'un qui n'est pas dans ta famille et leur vie personnelle au travers de ça. Donc, ça se veut très intéressant. Donc, Gabriel Bolduc et William Giroux sont fondateurs et copropriétaires de CaseMe, une entreprise spécialisée dans les accessoires mobiles depuis 2014. Le lancement officiel a eu 2016. Le lancement officiel a eu lieu en 2016 dans un sous-sol d'un chalet de Beauce. CaseMe s'est imposé comme une marque forte alignant design, personnalisation et engagement social avec plus de 750 000 clients en Amérique du Nord, 34 employés et plus de 250 points de vente au Canada. Leur croissance est une véritable source d'inspiration. William, bienvenue au podcast Main à la pâte. Merci, Élise. Là, moi, j'ai vraiment été flabbergastée par les chiffres que Élise a dit, là, 750 000 clients. Les chiffres sont déjà plus bons, en fait. Pour vrai? Ouais. Ça ressemble à quoi, là, vos parts de marché ou vos chiffres, vos stats? Ben, en termes de part de marché, je pense que c'est là c'est tout le temps intéressant d'avoir ta perspective de dire ton brand est connu, mettons, au Québec. Tu penses que c'est le cas, mais si tu te fies avec les statistiques de vente versus le nombre de personnes qu'il y a au Québec, on est encore très minime dans les parts de marché. On est plus maintenant autour de 1,2, 1,5 millions d'étuis vendus depuis. Puis on est rendu une cinquantaine de personnes là, chez CaseMe. Fait que là, c'est quoi, dans les chiffres que moi j'avais, mettons, c'est quoi? C'est entre 2024 puis 2025 ou? Ouais, ben l'année passée, en fait, on s'est mis à ouvrir des magasins en plus grande quantité. Ça fait qu'on est rendu avec 4 boutiques. Ce qui nous permet d'aller chercher des parts de marché qui sont considérables. Mais ouais, je dirais que 2023 à 2025, là, ça a été des années quand même importantes. C'est fou, ça a été une grosse expansion ou une grosse un gros step qui a été pris de ce temps-là. Puis là, moi, les boutiques, ça m'intéresse full, alors que tout est dans le web. J'ai vraiment hâte d'avoir ton input là-dessus. Mais là, les commencements de CaseMe, comment elle a dit, 2 amis dans un sol, une affaire de party ou quoi? Comment ça a parti? Parce que, je veux dire, c'est ultra compétitif comme marché. Déjà, il y a 9 ans, tout le monde pouvait s'en procurer en ligne. Pourquoi vous avez dit, hey, nous, on se lance là-dedans? Puis des fois, il y a des entrepreneurs qui disent, faut pas t'attendre, tu le fais, puis tu y vas. Il y a toujours la compétition, il y a toujours de quoi, fait que tu y vas. Vous, c'était quoi votre thinking? Pourquoi vous avez parti CaseMe? Puis comment ça s'est fait? Ben, tu as tellement raison, dans le sens que si tu t'attardes à dire, est-ce que c'est un marché qui est compétitif, il y a de la compétition partout. C'est sûr qu'avec le commerce en ligne, il n'y a plus de barrières de pays. Tu te bats contre les États-Unis, tu te bats contre l'Europe, contre l'Asie. Mais ultimement, l'idée est venue de mon associé, Gabriel Bolduc. On était des amis d'enfance. On a fait notre école primaire ensemble, mais secondaire, cégep, université, on ne se voyait plus. Mais nos 2 conjointes étaient super amies. Puis on est allé prendre une bière ensemble en 2015. C'est drôle, hein? Beauceron, bière. Un vieux classique. Les gens de région. Exact. On est allé prendre une bière, puis moi, je venais de finir l'université. Puis Gab venait aussi de finir. Lui, il est allé au HEC à Montréal. Puis il y avait un projet à faire, universitaire, ça a duré à peu près 1 an. Il fallait qu'il fasse le plan d'affaires, il fallait qu'il fasse les budgets, les prévisions, etc. Puis à la fin, ben, il y a eu une super bonne note. Son prof il a dit, pour vrai, je t'encourage à faire ça. Puis l'idée de Gab, elle venait dans le fond que son père à lui a une entreprise en Beauce qui s'appelle Altrum et BCH Unique. Puis ils sont dans la transformation d'acrylique, de produits style plastique et tout. Puis il y avait le père à Gab acheté une machine pour produire des étuis de téléphone. Parce qu'il y avait un deal qui était sur la table avec une grande entreprise canadienne, américaine, etc. Puis finalement, le deal est tombé à l'eau. Fait que Gab se souvenait pendant qu'il tapait le plan d'affaires de dire « Crème, il y a une machine à quelque part dans un entrepôt en Beauce qui accumule la poussière, on a de l'inventaire. »
Fait qu'il a demandé à son père, genre, hey, je peux-tu emmener ça dans le sol du chalet, puis je vais commencer à produire. Le four initial, c'est gros comme un four à pizza. OK. Ça te donne une idée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est environ 6 pieds de long par 4 pieds d'eau, puis 3 pieds de profond. Ouais, bon, plus résidentiel que commercial. Ouais. Fait que il a emmené ça, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Lui, le plan initial, c'était de faire des études qui étaient aux couleurs de des universités, des écoles, de des entreprises. C'est une bonne idée quand même, ouais. Fait qu'il voulait plus faire du B2B que du B2C. Exact, mais le B2C venait aussi, genre, quand même dans les forts débuts du e-commerce. Fait qu'il voulait faire la personnalisation. C'était exactement. Comme ça son thinking. Voilà, t'as bien dit ça. Puis, autour de la bière, de la fameuse bière, il m'explique son projet. Moi, je travaillais en ingénierie, je venais de finir mon bac. Je travaillais au développement. En génie? Non, j'ai étudié en administration, finance, entrepreneuriat. Mais j'étais au développement des affaires, dans le fond, en ingénierie. Puis, j'aimais ce que je faisais, mais comme tout jeune qui sort de l'uni, qu'on a notre premier job, je me posais des questions. Ouais. Moi, j'ai un côté entrepreneurial quand même assez fort. Puis, pour m'en dire que partir en affaires, il peut y avoir différentes façons de le faire, mais moi, ça a été de saisir une opportunité. Fait que j'ai parlé à Gab, puis j'étais comme, hey, moi, ça m'intéresserait si ça tente. J'ai une grande gueule, j'aime la vente, j'aime le marketing. T'étais-tu intéressé on the spot quand il t'a proposé, il t'a pitché l'idée, dans le fond? Oui, puis à cause de deux choses. De un, cet individu-là, Gab, c'est ma deuxième femme. C'était mon best man à mon mariage. Des mariages à 3 en entrepreneuriat, il y en a beaucoup. On voit ça de plus en plus. C'était mon best man à mon mariage. Puis on est vraiment complémentaires. Puis j'étais comme, si ce gars-là pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, genre j'ai le goût d'être avec lui. Tu lui faisais confiance. Hein. Vraiment. Puis je connaissais son éthique de travail, d'où il venait et tout. Puis, je dirais que en commençant, j'ai fait, hey, j'aimerais ça venir visiter ça en Beauce. Puis j'étais allé le voir. On a jasé, il m'a montré comment que ça se faisait. Puis j'étais comme, pour vrai, moi, ça me tenterait si ça tente, comme on embarque 50-50 là-dedans. Moi, je m'occupe des ventes retail, B2B, développer le marketing en ligne. J'ai dit, toi, comme continue à faire ce que tu es hyper bon. Ça fait que tout ce qui est opérationnel, finance, technologie. Puis on a lancé ça justement. Premier balbutiement, je dirais, fin 2015. Puis en 2016, officiellement, on a incorporé la business. Puis comment... Mon Dieu, j'ai tellement de questions. Excuse, j'ai l'impression de te couper, mais... lui, est-ce qu'il cherchait quelqu'un ou vous étiez deux chums que lui, vous parlez chacun de votre vie puis il parle de ça ou il cherchait quelqu'un quand je pense pas qu'il cherchait quelqu'un. Il faudrait que je lui pose la question, mais non. Je pense que Gab, il avait toutes les qualités pour pouvoir le faire tout seul. Mais mon pouvoir de parler et tout a peut-être fait que ça fait pencher dans la balance. Des fois, justement, quand tu trouves quelqu'un qui a un profil complémentaire, tout ça, ça peut accélérer aussi beaucoup la croissance, là? Oui. Puis aussi, c'est quand même lonely là, comme chemin à suivre, l'entrepreneuriat. Puis je pense qu'à deux, quand tu as la chance d'avoir un associé qui est complémentaire puis que vous avez la même vision, ça mène juste à amener une meilleure relation puis de s'aider parce qu'il y a des moments que moi, je suis up, lui est down et vice-versa. Puis on est là pour se supporter. Là. Fait que, ouais. Puis c'est du jour au lendemain, vous n'avez pas travaillé 100% de votre temps là-dedans. Est-ce que vous avez gardé vos jobs? Lui, avait-tu une job? Toi, t'as-tu gardé ta job? On avait les deux jobs, temps plein. Okay. Moi, ça a pris à peu près un an et demi avant que je lâche mon emploi. Je viens de m'acheter un condo avec ma blonde. Puis j'étais comme, oh boy, le timing est jamais bon dans le fond. Mais je me disais, si je le fais pas là, je le ferai probablement jamais. Fait que c'est moi le premier qui a lâché son emploi parce que je m'occupais des ventes. Ça fait que d'amener un peu l'eau au moulin. Puis Gab, quand il finissait la job, il allait au chalet, il allait produire les étuis, les expédier, jusqu'à temps qu'après justement un an et demi, on aille des revenus comme, pas récurrents, mais des revenus stables pour me permettre de me verser un salaire qui était minime versus ce que je gagnais avant. Mais c'est là que j'ai réalisé que de faire réellement ce que t'aimes dans la vie, ça n'a pas de prix. Ouais. Puis c'est ça, on avait une vision qui était très, très semblable. On a les deux le couteau entre les dents, puis c'est ça, on a décidé de se lancer. Puis c'était dans les débuts du marketing d'influence, toute la traction qu'on pouvait aller chercher avec les médias sociaux, avec le web. C'était le cas qui nous motivait bien gros.
Puis j'aimais ça que tu posais la question, est-ce que lui, il cherchait quelqu'un? Mais tu sais, dans le fond, j'ai l'impression, parce que j'ai vu en ligne que tu lui as fait une promesse, tu lui as dit, hey, moi, je vais augmenter tes ventes de 50%. Comme ça, sais-tu vraiment de même ça s'est passé? Y a-tu fallu comme que toi, tu te vendes? Je sais pas où que t'as cherché ça, mais je me souviens pas. Je devais être un peu cocky, mais... ça me semblait peut-être pas cocky, mais sûr de moi. J'ai comme mantra que... You miss 100% of the shots you don't make. Ben, c'est ça. Je pense que... Parce que t'étais début vingtaine aussi, là. Je peux comprendre la confiance. Ouais. Mais ouais, c'était tellement un domaine que je connaissais pas, mais qui me craquait. Puis je me disais, on va essayer. Fait que... Puis ce petit four-là que vous aviez au début, est-ce que vous l'avez encore? Ou c'est jusqu'à quand ça a pu produire, suffire à la demande? Est-ce que c'était un sel à la fois? Un étui à la fois? On pouvait en faire 4 en même temps. Ouais. Je pense qu'on l'a utilisé pendant les 4-5 premières années, mais après ça, on s'est mis à en acheter d'autres, plus gros, pour augmenter la capacité de production. Mais maintenant, il est à sa retraite, ce petit four. Oui, hein? L'avez-vous encore, genre style musée? Peut-être. J'espère que oui, en fait. Il faut garder ça. Puis c'est à quel moment que vous avez déménagé officiellement comme du chalet, que l'espace convenait plus? Je pense après 2 ans et demi. OK. Ouais, 2 ans, peut-être. En fait, quand on a commencé à avoir des employés, on se disait, c'est quand même weird que genre le monde aille au chalet dans le sous-sol. C'était vraiment pas glamour. Le sous-sol n'était pas fini. Il y avait des inondations des fois avec l'ordinateur qui flottait quasiment dans l'eau. Mais quand tu pars une business, nous, c'est notre premier employé temps plein, ça a été ma mère. Fait que c'était pas trop gênant qu'elle aille là-bas. Ouais. Puis sinon, après ça, c'était des amis de la famille, on engageait du monde, des étudiants, des choses de même. Fait que c'était correct pendant un bout, mais à un moment donné, on s'est dit là, faut aller ailleurs. Ça restait comme dans votre cercle. Fait qu'on est allé sur la 2e avenue à Saint-Georges, en face du premier Salvatore. Oui, c'est ça, le premier Salvatore. Oui, exactement. Fait que... Êtes-vous encore là? Non. OK. Non, on est resté là 2 ans et demi, je pense. Puis il y avait des escaliers pour se rendre en haut. Puis pour quand tu reçois du matériel régulièrement, c'était des bons trainings. Ça fait qu'on a décidé de bouger. Puis je pense que c'était à ce moment-là là, de la vie de Case Me que la croissance s'est comme accélérée rapidement. Puis là, on se disait, OK, il nous faut une place pour qu'on puisse croître encore plusieurs années. Puis on a déménagé à un autre endroit à Saint-Georges. Puis on est encore là à ce jour. On a à peu près 8 ou 9 000 pieds carrés, autant pour la production, expédition que pour les bureaux. Ouais. OK. Mais là, moi, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup... j'aime beaucoup. Tu dis, ma mère, c'était notre première employée. Est-ce que ta mère travaille encore avec vous? Absolument. Puis est-ce que ses tâches ont évolué au fil que l'entreprise... Shout-out à Marie-Renée, petite maman. On la salue. Ouais. Non, ma mère, elle a tellement cru en nous. Puis je pense que c'était dans les années que je gardais ma job temps plein. Je faisais des allers-retours Québec-Saint-Georges pour aller aider Gab à produire. Parce que toi, t'habites à Québec. T'habitais à Québec. J'habitais à Québec quand on a lancé Case Me. Puis t'habites encore à Québec. Puis c'est un autre sujet intéressant, mais continue sur ta mère. Fait qu'elle me voyait venir. J'allais dormir chez eux. J'allais faire de la production avec Gab. Je dormais chez ma mère. Je remontais le lendemain matin. Puis je pense qu'à un moment donné, elle a comme vu dans mon visage que c'était beaucoup. Puis elle m'a dit, hey, avez-vous besoin d'aide et tout? Puis j'étais comme, ben oui, mais on sait pas trop qui. Et comme, ben moi, je serais intéressé genre à vous aider. C'est un gros move quand même pour elle, parce que j'imagine elle avait sa carrière. Puis là, t'es comme dans ton projet que toi, tu fais comme un peu à temps partiel. Puis là, elle se dit, OK, moi, j'embarque avec vous autres à temps plein. Puis je dirais honnêtement, ça a été un moment marquant dans ma vie de dire, hey, ma mère est prête à lâcher sa job pour venir nous aider à faire des tâches qui sont honnêtement pas si le fun à faire. Pas le fun, mais difficile physiquement. T'es toute seule. C'est ça à ce moment-là. T'es toute seule, Puis quand elle m'a dit ça, j'ai comme... Mon premier réflexe, c'était de dire non. J'ai peur de travailler avec ma mère. Comme je veux pas que ça vienne briser notre relation et tout. Mais ultimement, je n'ai parlé avec Gab, puis il m'a dit, hey, pourquoi pas? Genre, c'est sûr qu'il la connaissait bien, probablement, ta mère. Il la connaissait pas bien encore à ce moment-là. Il la connaissait un tout petit peu, je crois, mais sans plus. Puis Gab, il m'a dit, ben, si elle vient avec nous, moi, je pourrais m'occuper d'elle pour qu'il y ait comme une coupure entre William le fils et William le cofondateur. C'est vraiment, vraiment bon, ça. Nous aussi, entreprise familiale, fait que mes frères, ma soeur, on a des conjointes, des belles-sœurs qui sont dans l'entreprise. Comment, vous autres? Ben, puis, tu sais, Élise aussi avec Ben, ça a été un point. Puis, tu sais, moi, j'ai des belles-sœurs qui ont travaillé dans l'entreprise familiale, ils sont partis, ils sont revenus. Puis, l'élément qui fait que ça fonctionne ou pas,
c'est le lien de subordination. Quand le lien émotionnel est le même que le lien de subordination, ça marche jamais. De les exemples que j'ai, là. Mais pendant longtemps, moi, j'ai jamais vu que ça marchait. Ton frère Guillaume, sa femme, Fanny, son boss, c'était mon chum. Oui, c'est ça, moi, parce que Fanny, au début, elle dit qu'elle a travaillé avec Guillaume, puis ça a pris 3 mois. Elle dit, moi, là, j'étais curée de travailler avec lui. C'est que c'est tough, là, tu rentres à la maison. Fait que là, son supérieur immédiat, c'était mon chum. C'était quelqu'un d'autre du bureau. Mais c'est dans tout. Puis dans plein d'entreprises familiales, là, je le vois, il y en a soit qui n'ont pas de boss parce que c'est de la famille, puis là, ça fait des personnes il n'y a pas d'objectif clair, il n'y a rien qui est défini, puis ça complique toutes les choses. Ou quand c'est... Mais fait que je trouve ça bon que vous... Vous n'avez pas beaucoup d'expérience, puis vous avez eu cette maturité-là de dire je pense que ça va être le mieux si clairement. Comme ça relève. C'est une belle proposition qu'il a pu te faire. Oui, vraiment. Fait qu'elle a commencé, elle faisait la production, l'expédition. Elle a appris comment travailler sur Photoshop, les logiciels de shipping. Elle était dans quel domaine, elle, avant? Ma mère, elle a travaillé en communication pour Canam, compagnie en Beauce. Cool. Fait que zéro puis une barre dans tout ce qui est manufacturier et tout. 100% pour elle. Mais ma maman, elle a une capacité d'adaptation, puis elle est vraiment autodidacte comme personne. Wow. Puis elle est bonne avec la technologie. C'est elle qui, elle m'avait acheté mon premier ordinateur, elle me craquait des jeux vidéo pour que je puisse gamer, à la maison, puis tout. C'est une jeune maman cool, là. Ouais, quand même. Puis elle avait des skills en comptabilité et tout. Ça fait qu'ultimement, elle a comme, après peut-être, 3-4 ans, lâché tout ce qui était production, expédition. Puis elle est venue dans les bureaux avec nous parce qu'on avait besoin d'aide niveau comptabilité, importation, exportation, etc. Fait qu'elle travaille encore avec vous maintenant. Ouais. Es-tu proche de sa retraite? Est-ce que vous avez peur? Non, je pense pas. Elle aime ça. Okay. On est capable d'y offrir une qualité de vie qui est à la hauteur de l'incroyable personne qu'elle est. Puis c'est notre mindset avec toute notre gang, en fait. Fait que ma mère travaille 4 jours semaine. Elle a des horaires quand même allégés. Puis ça lui permet d'avoir une vie à l'extérieur du travail. Puis moi, ça me permet d'aller encore chez elle à chaque semaine. Ça fait que les lundis, mardis, je suis en Beauce. Je dors chez ma mère, puis voilà. C'est fun. Ah wow, c'est vraiment... Puis là, lancer Case Me dans un marché ultra compétitif, vous vous êtes jamais positionné, à ma connaissance, comme dans du low cost. Vous vendez quand même les étuis à un prix qui n'est pas dans les moins chers dans le marché. C'est quoi votre stratégie face à ça? Ben, je dirais qu'au début, on avait des étuis qui étaient un peu plus bas de gamme. Puis rapidement, on a décidé de faire « Hey, on veut pas se battre justement avec ces compétiteurs-là qui vont nous battre, c'est certain, parce qu'ils ont une expertise de production, de manufacturier et tout. » Fait qu'on a décidé d'aller se mettre plutôt dans le milieu haut de gamme, puis de miser sur le branding. Fait que comment être capable de créer dans la tête des gens, de dire « Hey, mon étui, c'est un étui Case Me. » La plupart des gens, avant Case Me, il y avait peut-être Otterbox, qui est une autre compagnie que les gens connaissent le nom, mais sinon, tu demandes à quelqu'un c'est quoi la marque de ton case de téléphone. Ouais, il n'y en a aucune idée. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on a rapidement axé nos efforts sur le marketing digital. C'était dans les débuts de Instagram, marketing d'influence et tout. Fait que je me souviens le nombre de soirs que j'étais chez nous en revenant de la job, que j'étais dans les DM sur Instagram à écrire des centaines de messages à des influenceurs qui commençaient et tout. Puis encore à ce jour, il y a du monde avec qui on travaille il y a 8-9 ans. Ah, wow, OK. Dont mon amie Andréane Marquis, qui nous avait bien aidé. Elle a lancé Women's. Sarah Couture. Bref, une couple de personnes comme ça qui sont encore avec nous. Mais, comment tu les avais rejoints à ce moment-là? Justement comme ça, lancer message sur Instagram, dire qu'on lance une entreprise, on voudrait t'envoyer un étui gratuitement en échange d'une story ou d'un post. Puis c'était dans le temps que les concours fonctionnaient bien aussi. Fait qu'on a comme rapidement monté une communauté sur Instagram et sur Facebook qui nous permettait d'avoir justement une constance dans les ventes, faire des collaborations avec d'autres entreprises, avec justement d'autres influenceurs. Puis encore aujourd'hui, j'imagine, c'est votre stratégie core de faire encore affaire avec des influenceurs. Puis non. Non? Non? Ça a évolué? En fait, on en fait encore beaucoup, mais c'est plus notre stratégie core. OK. Parce que le retour sur investissement est vraiment plus ce qu'il était. OK. De notre côté, je dirais que la stratégie core actuellement, c'est plutôt publicité numérique. OK. Fait qu'on a 2 personnes à temps plein chez Case Me qui s'occupent de faire de la pub sur les plateformes comme Meta, TikTok, Snapchat, LinkedIn. Fait que je dirais qu'on en fait encore énormément. Oui, c'est ça, parce que vous êtes partout. Là, dans un souci de views, de comme
que les gens ils voient encore le brand dans leur quotidien. Mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne plus comme c'était. Puis, tu as de la misère à avoir le ROI, mais tu restes top of mind. Je sais pas pour vous autres, ça fonctionne-tu encore super bien? Ou? Ben, tu sais, comme tu l'as dit, les médias sociaux ont tellement changé depuis il y a 9 ans, puis ils continuent encore tellement de changer rapidement. Le meilleur exemple, c'est les concours. Comme tu l'as dit, avant les concours, ça fait faire gagner des milliers d'abonnés. Maintenant, en tout cas, je pense aussi que la façon que les gens utilisent ces médias sociaux-là a changé. C'est plus vrai que tu vas sur Instagram, que tu vois une personne que tu aimes, que tu suis, qui te parle d'un produit, que c'est comme « All right, parfait, je vais acheter tout de suite ». Non, ça prend plusieurs fois pour, à un moment donné, peut-être qu'elle pense à acheter un étui. Versus avant, c'était comme illico presto, là. C'était fou. Mais j'ai l'impression que aussi, comme c'était nouveau, tu sais, peut-être que justement, il y avait moins de produits, moins d'offres, moins de gens qui passaient par ce canal-là. Puis là, effectivement, on est beaucoup plus saturé aujourd'hui. Exactement. Mais ça vous a permis de vous lancer. Puis là, actuellement, vous avez 4 boutiques, toutes dans des centres commerciaux, si je ne me trompe pas. Puis vous avez un objectif de croissance via des boutiques physiques? Oui. En fait, nous, on a 3 branches d'affaires chez Case Me. On a le commerce en ligne, qui représente à peu près, en ce moment, je dirais 55% des ventes. Fait qu'on vend au Québec, Canada, États-Unis. On est avec Shopify. Puis, on a la branche B2B. Fait qu'on fait des étuis personnalisés aux couleurs de des entreprises. On en fait pour Beneva, Desjardins, les Canadiens de Montréal. Nice. On en fait pour des très petites entreprises à des très grandes. Puis ça, c'est actuellement quelque chose qu'on va développer. Ça fait que d'ici quelques temps, vous allez voir passer un nouveau Case Me qui va s'appeler Case Me Affaires. Case Me Business, qui va être un site transactionnel 100% dédié aux entreprises. Puis ça, est-ce que les employés d'une entreprise vont aller là-dessus ou c'est les RH qui vont là-dessus pour... Comment ça va fonctionner concrètement? Ben, un peu comme du B2C. En B2B, on a des personas qui sont différents. Ça fait que pour nous, mettons, on a la personne qui s'occupe des IT, technologie. Fait que les gens qui... Mettons que tu travailles chez une grande entreprise, il y a souvent beaucoup d'employés qui ont des étuis qui sont... Pas des étuis, des téléphones qui sont fournis par l'entreprise. C'est leur téléphone de job, dans le fond. Puis ces entreprises-là, ben, ils achètent des téléphones, ils donnent un case avec. Fait que nous, l'idée, c'était de dire, ben, tant qu'à faire ça, pourquoi tu le fais pas puis que tu le mets pas aux couleurs de ton entreprise? Ça reste que le téléphone cellulaire est un des objets qu'on utilise le plus dans notre quotidien. Ça donne tellement de visibilité. Fait que, bref, il y a ce persona-là. Après ça, on a la personne plus marketing, que c'est pour soit des événements, plus pour des lancements, bref, des stunts. Et les gens de RH, pour tout ce qui est onboarding process avec des nouveaux employés, etc. Donc, puis là, vous avez votre ligne d'affaires qui est vraiment plus maintenant en centre d'achat, en présentiel. Ouais, ça, c'est la 3e branche, dans le fond, le retail. Ça a commencé avec vendre à des chaînes existantes comme... Je pense que notre premier magasin, ça a été Simons. Ouais, c'est un gros même. Oui, vraiment. Ça nous a comme donné une notoriété auprès de d'autres détaillants. Puis après ça, on a commencé à rentrer dans des boutiques Bell, TELUS, Rogers, Vidéotron. Puis on voyait l'engouement. Les gens l'achetaient en magasin. Puis pendant la pandémie, quand tout le monde était écœuré d'être chez eux, on avait beaucoup de messages des clients, clientes. Je dis plus clientes parce que c'est comme 95% de notre clientèle. Plus ouais, c'est très, intéressant, très féminin. Nous demandait comme, hey, pourriez-vous faire une boutique éphémère, un pop-up? Ouais. Puis c'était pas quelque chose qu'on pensait au début, mais on s'est dit, hey, pourquoi pas? Puis on se rappellera que pendant la COVID, les centres d'achat, c'était pas. Non, c'est pas top. C'était pas là où il y avait beaucoup de gens. C'était pas la place de choix, là. Non, exact. Fait qu'on a ouvert un premier pop-up à Laurier. Puis je m'en souviendrai toujours, là, c'était le moment que il y avait une capacité maximale dans les endroits publics. Fait que je pense que vu qu'on avait, je pense que c'était peut-être 1500 pieds carrés, la capacité maximale était comme de 4 ou 5 personnes. Puis on rouvre les portes. Je vous jure, il y avait 150 personnes en ligne devant la boutique. La file devait être longue avec 2 mètres entre chaque personne. Les gars de sécurité de Laurier, ils battent tripaient. C'est sûr. Ils étaient comme, non, ça marche pas, là, vous êtes en train de faire un rassemblement, genre les gens, il faut qu'ils se dispersent, puis blablabla. Oh my God. Voyons. Je m'étais mis genre un banc ou je sais pas trop, puis j'avais dit à tout le monde comme, hey, merci d'être là, mais on peut pas être tous là en même temps. Fait qu'on a comme été chercher nos iPads, puis on a dit, on va se faire une liste d'attente. Fait que prenez des heures précises pour pouvoir venir.
Le premier pop-up a été un succès majeur. On a décidé d'en refaire un deuxième. Dans une période que c'était comme absolument inattendu. Exact. On a décidé d'en refaire un deuxième pour juste confirmer c'était-tu quelque chose de unique ou c'était vraiment un intérêt solide. Le deuxième pop-up a été super bon aussi. Donc, on a décidé après ça d'ouvrir notre première boutique qui était à Laurier. On avait signé un bail qui était temporaire de 2 ans. On s'était dit, on va faire un test. On va investir le moins possible en amélioration locative. Ça, c'était quoi? C'est en 2021, mettons? 2020? Ouais, 2022, je dirais. OK. Puis, après 1 an, les chiffres étaient comme... Wow. C'était contre toute attente. Là. C'est drôle, comme des fois, tu prends des décisions que on avait un stress, on se dit, je suis pas sûr. Que c'est contradictoire. Mais la statistique qui nous a fait lever le poil ses bras, c'est entre 65 et 70% des clients qui allaient en magasin, c'était des nouveaux clients qui n'avaient jamais acheté d'étui Case Me. Okay. Ça, c'est fort. C'est de l'acquisition de clients, mais... C'est de l'acquisition de clients pure et dure. Puis après ça, ces clients-là, ben, ils restent fidèles à Case Me, ils vont racheter en ligne. Ben, ils ont eu une expérience, en magasin. Ils sont vendus. Fait que là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là que mon partenaire a l'idée de dire, ben, si on rouvre d'autres magasins, il faut que l'expérience client soit top. Puis il faut que ça soit surtout à la hauteur de ce qu'on est capable d'offrir en ligne, qui est la personnalisation. Ouais. Fait que quand je vous dis que mon partenaire, c'est le gars technologique, le gars d'opération et tout, il nous a lâché en meeting. On pourrait demander à nos fournisseurs qui produisent nos machines pour produire les étuis de faire une version miniature pour pouvoir produire des étuis en magasin. Oh mon Dieu. Là, j'étais comme, ouais. Genre, en théorie, c'est cool. En pratique, comme ça va prendre combien de temps? Il dit, hey, laisse-moi faire une coupe d'appels, puis on s'en reparle. Puis finalement, 6 ou 8 mois plus tard, on avait notre premier prototype qu'on appelle la Case Me Nano Press. Fait que c'est une version miniature de nos fours qu'on a en Beauce qui dégage pratiquement aucune chaleur. Wow! Qui peut produire une unité de la fois. Combien de temps ça prend, mettons, justement, pour faire ta personnalisation puis tout? Ça dépend du monde, puis c'est ça qu'on a réalisé. Ça fait qu'on a ouvert au Galerie La Capitale. Le concept, c'est de dire, à l'arrière du magasin, on va avoir une section de personnalisation. Ça fait qu'on a un meuble avec 3 iPads. Gab, il s'est occupé de créer le software qui va être sur le iPad pour pouvoir faire la personnalisation, puis qu'après ça parle avec la production en arrière. Fait il y a du monde que ça peut leur prendre 5 minutes, comme il y a des gens qui restent 1 heure. Puis ils viennent en gang de 2-3 filles. Puis là, ils se font tout un étui personnalisé. C'est le nouveau café. Ouais, c'est ça. Ah, c'est hot! Fait que quand tu arrives sur l'iPad, tu choisis ta langue, tu scannes un code QR qui trouve une application sur ton téléphone, puis tu peux airdropper tes photos. Puis une fois que ta personnalisation est terminée, tu vas payer. Les photos sont toutes délitées du iPad, puis le fichier source d'impression est envoyé en arrière. Puis on produit ton étui en 10-15 minutes. Mettons. Wow! Ouais. Vraiment nice. C'est vraiment hot. Mais là, moi, j'ai plein de questions. Ouais, je te laisse parler parce que je trouve ça intéressant. Puis là, je suis comme fou, je me rappelle de mes questions. Tu dis l'acquisition de clients est incroyable parce que c'est environ 65% des clients qui n'avaient jamais été clients chez Case Me avant. Est-ce que, selon vous, les loyers dans les centres commerciaux, c'est hyper dispendieux? Est-ce que, selon vous, l'acquisition de clients, le coût de l'acquisition de clients en centre d'achat vaut la peine versus dans le numérique, que c'est hyper moins coûteux, mais vous le faites quand même pour la notoriété? Ou, j'aime que je vois la stratège numérique en toi avec tes questions, puis tu as tellement raison. Dans le fond, nous, on utilise pour en ligne Data Studio, qui est un outil pour tracker justement le coût par acquisition, le retour sur investissement, le panier moyen, le lifetime value du client. Puis on s'est dit, on va analyser les stats de vente des boutiques comme on le ferait avec des ventes en ligne. Fait qu'on mettait en comparaison les deux. Te donner une idée, mettons, acquérir un nouveau client au Québec, ça nous coûte entre 20 à 30 $ de publicité. Sur le web? Sur le web. Ouais. En magasin, entre 3 et 8 $. Wow! C'est comme incroyable. C'est impressionnant. Fait que, oui, ça fait peur de dire je vais me commettre à signer un bail qui va durer, comme Laurier, c'était 2 ans. Ouais, 2 ans. Maintenant, on signe des beaux de 5 ans. Mais les statistiques parlent pour elles-mêmes. Puis on est une entreprise qui est très data-driven. Fait qu'on base nos décisions sur des chiffres. Puis les stats actuellement démontrent que c'est super viable. Non seulement que c'est viable, mais le modèle de revenu des boutiques est plus performant que les ventes en ligne parce que justement, ça coûte
moins cher d'acquérir un nouveau client. On n'expédie pas l'étui avec PostScan ou peu importe le transporteur. Ça fait qu'on n'a pas de frais de shipping, on n'a pas de frais de packaging. Fait qu'on met pas notre étui dans une enveloppe avec un petit carton, etc. On a juste des fois, mettons, aux Galeries, qui est notre plus grosse boutique, des fois, il y a 4 personnes en même temps. Fait qu'à part le salaire des employés et le loyer, il n'y a aucun frais. Fait que c'est ça qui détermine actuellement que le projet est viable. On est rendu, après les Galeries de la Capitale, on a ouvert à Trois-Rivières. On a fait Chicoutimi. Oui, j'ai vu. Ouais, la Saguenayenne en toi. Puis là, on vise ouvrir 3 magasins dans la région de Montréal en 2025, plus à Gatineau. Puis moi, ce qui m'impressionne vraiment là-dedans, c'est que c'est des gros locaux quand même. Parce que, tu sais, on est habitué de voir la formule genre milieu de couloir, des trucs comme ça. Puis vous avez déjà des super beaux locaux. Mais c'est gros quand même, là. Ben ça a été des apprentissages qu'on a fait au fil du temps. Je pense que Galerie de la Capitale, on a comme 2000 pieds carrés, ce qui est bien trop gros. Ça n'a comme aucun sens. Mais c'était un deal qu'on avait. C'était comme juste après la pandémie, il y avait des locaux disponibles. Puis on avait eu un bon deal avec ce local-là, mais maintenant, on vise plus du 1000 pieds carrés. Ça fait qu'on commence les travaux au Carrefour Laval dans 2 semaines. Puis, on est à 980 pieds carrés. Puis, à Chicoutimi, on est allé justement dans ces eaux-là. Puis, ça se fait super bien avec les couleurs qu'on utilise, notre mobilier et tout. Ça fait très épuré. Ça fait que tu n'as pas l'impression d'être dans un petit local. Non, c'est ça. Tu as toute la même expérience aussi. Puis comment vous définissez les marchés dans lesquels vous allez ouvrir des boutiques? De différentes façons. Premièrement, de voir la clientèle qu'on a en ligne. Sont-elles des bons acheteurs dans ces marchés-là? Parce que oui, c'est le fun d'avoir 65% de nouveaux clients, mais c'est cool que tes clients existants vont connaître, vont y aller, puis vont en parler. Fait que ça, je dirais que c'est la portion numéro 1. Fait qu'il y a une densité de clients assez forte dans ces marchés-là pour ouvrir. Après ça, c'est l'analyse des centres d'achat au Québec, au Canada, puis de dire c'est quoi les top performants en termes de maille. Fait que, mettons, au Québec, il y en a à peu près une dizaine. On parle de Place Sainte-Foy, toutes les Cadillac Fairview, ça fait que Promenade Saint-Bruno, Laval, il y a... Bref, je pourrais vous dire les 10, 11, 12, là, mais l'idée, c'est d'aller dans les mailles les plus performants puis d'avoir une densité de boutiques dans une même ville pour voir si, justement, je vous donne un exemple, dans le temps des fêtes, on a ouvert un pop-up à Place Sainte-Foy, mais on a une boutique à Laurier, puis on a une boutique aux Galeries, puis on voulait faire le bet de voir est-ce que ça va affecter les ventes des autres. Puis la réponse, ça a été non. Wow. Le prochain step, c'est de dire est-ce que pour la Ville de Québec, on serait capable d'avoir 3 magasins? On pense que oui. Fait que le troisième facteur après, c'est de dire est-ce que tu as le bon local, au bon endroit, au bon prix? Puis on veut pas signer des baux que dans 3 ans, on va se dire aïe, qu'est-ce qu'on a fait? Genre, on est mal spoté dans le mail. Fait que c'est d'être patient sur les opportunités qu'il y a, puis de travailler avec du monde qui connaissent vraiment bien ça. Fait que nous, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec des courtiers qui sont spécialisés en retail, qui s'appellent Oberfeld Snowcap. Puis eux, ils nous permettent d'avoir une meilleure compréhension de ces marchés-là parce que je viens de la Beauce, j'habite à Québec, j'ai aucune idée à Carrefour Laval c'est quel le bon spot dans le centre d'achat, c'est où qu'on devrait être. Exact. Fait qu'eux amènent des statistiques, amènent des chiffres de vente des autres locataires qui sont dans une clientèle que nous, on cible. Puis, quand tous ces éléments-là sont alignés, c'est là qu'on se dit « all right, on signe ». Puis là, les ouvertures que vous faites, c'est tout du corporatif. C'est géré par la maison mère, par vous. Est-ce que la franchise, ce serait quelque chose qui vous intéresserait? J'en parlais avec ton collègue en vous attendant. On ne sait pas. En ce moment, on veut se faire les dents avec nos propres magasins, de bien connaître tous les rouages qu'on a à faire parce que oui, il y a l'aspect vendre des étuis en magasin, mais toute la portion opérationnelle de la production, de l'impression et tout, on a encore besoin un peu plus de rodage avant de dire qu'on serait apte de dire on vend des franchises. Je n'écarte pas l'idée pour le futur, mais pour le moment, c'est pas le plan de match. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de rentrer dans des centres commerciaux en Ontario, comme à Toronto, tu dis on spot vraiment des centres commerciaux à haute vélocité.
Ouais, Centriton à Toronto. Ouais, je suis allé le marcher il y a quelques mois. Ottawa aussi, comme d'aller dans différentes villes, mais je ne commencerai pas à ouvrir, mettons, parce que à là, Vancouver. Pour on va commencer par des provinces qui sont plus proches de nous. Parce qu'en corporatif, c'est ça, vous n'avez pas justement un propriétaire de magasin qui est comme on the spot puis qui est aussi investi que vous autres, mettons? Ouais. Ben, nous, on a eu la chance on s'est bâti un comité aviseur là, 2 ans. Puis on a la chance d'avoir Louis-Félix Boulanger, qui est le cofondateur de Bon Look, les lunettes, qui ont d'ailleurs vendu leur entreprise, ça fait à peu près 2 ans. C'est un réseau corporatif aussi? Ouais, 100% corpo. Ils se sont rendus à 34 magasins par eux-mêmes. Nice. Puis lui, je te dirais que ça a été notre mentor numéro 1 pour nous aider à penser comment faire ça. Puis, on pense que si on a une bonne équipe qui aide à les ouvertures de magasins, à les soutenir tout au reste de l'année, c'est un chemin qui est vraiment viable aussi. Là, je trouve ça intéressant. Tu parles justement à Toronto et tout ça. Est-ce qu'au départ, parce que là, vous étiez comme au Québec, tout ça, est-ce que ça a été un défi pour vous de transférer dans les marchés anglophones qui ont peut-être une culture un peu différente de la nôtre? Absolument. C'est encore un challenge. C'est ça que tu réalises quand tu sors de notre petit Québec. On est très homogène, un peu comme... On est comme entouré. Ouais, mais tu sors de là, puis tu sais, le marché de Montréal en est un bon exemple. J'ai hâte de voir parce qu'il y a une bien plus grande diversité de gens. Fait que ça va être un bon test pour nous de dire Carrefour Laval, comment que ça performe. Oui, on est connu à Montréal, on est connu au Québec, mais selon qui? J'ai comme l'impression qu'on n'est pas tant connu que ça. Fait que c'est ce genre de test-là qu'on veut faire. Marché de Toronto, par exemple, qui a une forte densité de personnes asiatiques. Bref, il y a des gens de peu importe les pays dans le monde. Fait que ça va être un bon challenge de voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis pour ce qui est des ventes en ligne, ben, c'est comment d'adapter nos designs. Nous, on aime ce qu'on fait, on bâtit nos collections selon des tendances, des choses comme ça, mais les tendances en Alberta, je vous garantis que c'est pas les mêmes tendances qu'au Québec ni qu'à Toronto. Fait que je dirais que c'est un peu ça le challenge en ce moment, de comment bien diversifier notre offre de design et tout pour permettre, en fait, pour faire plaisir à des clients potentiels qui sont ailleurs. Puis de faire connaître aussi, tu dis on fait des réseaux sociaux plus organiques, on fait aussi du payant. Mais tu sais, ici au Québec, tout le monde parle français avec un accent québécois. Mais là, quand tu te mets à créer du contenu en anglais, ben là, si tu vises pas le Canada anglais, tu vises le monde entier. Fait que tu te perds un peu dans la masse. C'est tellement difficile de... Vraiment. Il y a un brand, je trouve, qu'en ce moment, qui le font super bien, Man-Made. Ah, les boxeurs? Ouais. Je vois leur annonce passer à la télé, c'est peux-tu? Ouais. C'est sûr que nous, on est moins la clientèle cible. C'est des gars de Montréal. Ouais, mais c'est plus le thinking de... C'est des gars de Montréal qui sont anglophones en premier. Ils ont bâti leur business en étant anglophones. Ça te donne un leverage de dire je m'en vais dans d'autres provinces. Puis là, on s'entend que des sous-vêtements versus des étuis avec des designs, c'est très différent. Mais je trouve que les gars puis leur équipe ont vraiment bien fait ça. C'est comme une force puis une faiblesse de partir d'une compagnie au Québec. Tu as la force au début de la clientèle québécoise veut supporter les entreprises locales. Mais dès que tu t'en vas de l'autre bord de la frontière du Québec, tu réalises que les Canadiens, les Québécois, on n'est pas tant les préférés, mettons. Là. Fait que, comment d'adapter ton message pour dire on est une entreprise canadienne. C'est ça. Mais après ça, ils vont sur Instagram ou TikTok puis ils voient qu'on parle en français puis c'est comme, OK, c'est weird. De sens, là. Fait que je dirais que ça, c'est un bon challenge de pouvoir adapter la marque en anglais et en français. Avec les efforts de nos amis de l'Office de la langue française qui ne facilitent pas le processus de créer du contenu en anglais et tout. C'est fou, là. C'est fou ce que tu dis, là. Vous êtes confrontés à ça aussi, nous là, aussi, on a été hyper confrontés à ça dans les dernières années. C'est fou, là. C'est comme si une entreprise de l'Ontario, mettons, Pizza, tu sais, nous, on est dans la restauration. Pizza, au Québec, l'Ontario obligeait Pizza à parler en anglais aux Québécois quand il est au Québec. Tu sais, c'est comme nous, on veut s'adresser à notre clientèle anglophone. On peut pas le faire si on s'adresse pas en premier en français. Exact. Parce qu'on est une entreprise ici du Québec. Puis je comprends l'idée derrière, puis c'est correct de protéger la langue française, puis je pense que c'est important. Mieux géré, là. Mais après, de dire on met des bâtons dans les roues à des entreprises, comme là, on a eu une plainte de... Je ne sais pas qui, mais on a eu une plainte parce que nous, on s'appelle Case Me. Oui. Puis
Puis il y a une plainte pour notre boutique à Laurier. Puis la personne qui s'est plainte a dit c'est en anglais. Ouais. Mais c'est le seul mot de tout le magasin qui est en anglais. Ouais. C'est Case Me. Fait que là, il a fallu qu'on fasse changer tous nos logos sur toutes les boutiques. Ouais. Puis ça vient avec des frais quand même majeurs. Comment vous l'avez adapté pour être en français? Là, on a écrit Case Me, études personnalisées et accessoires mobiles. Ouais. Puis pour les boutiques qu'on a une vitrine, ben on met du texte en français, comme personnaliser votre étui en 10 minutes, comme des trucs comme ça. Puis j'ai eu un appel hier avec eux qui confirmaient que cette façon de faire-là allait être bonne pour la loi qui est passée, qui va être applicable à partir du mois de juin. Mais tu sais, c'est le genre de truc que ça m'a pas besoin de ça. Non, t'as d'autres choses à gérer. Exact. Pour c'est surtout si t'es orienté vers ton expansion et tout ça. Puis là, t'es comme, OK, il faut que je fasse step back. OK, après ça, on retourne vers l'avant. Là. Mais la beauté de la chose, c'est que tout le monde va avoir à faire ça aussi. Ça fait que t'es pas toute seule à vivre ce challenge-là. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec Trump qui va peut-être imposer des tarifs douaniers avec le Canada? Puis là, tout le monde est comme, oh my God, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, ben là, on peut-tu abolir les taxes entre les frontières pour l'importation et l'exportation à même notre propre pays? Puis je me dis, ça n'a pas de bon sens qu'il y a une crise économique très dangereuse pour le Canada qui peut avoir lieu à cause des politiques que Trump va imposer. Ça prend ça pour que nous, on se dise, on abolit-tu les taxes entre les provinces pour se concurrencer à même le Canada? Je suis comme, voyons, c'est naturel. C'est sûr que ça devrait être ça, permettre aux entrepreneurs du Québec de faire affaire dans d'autres provinces de manière beaucoup plus libre et accessible financièrement. Là. Je serais curieuse de savoir, c'est quoi entre eux, mettons, entre l'Alberta et la Saskatchewan, c'est quoi le défi? Oui, Parce que nous, on en a plusieurs là, à sortir du Québec. Là. Ouais. Vraiment. Fait que la croissance de Case Me, ça passe beaucoup par des points de vente physiques ou vous poussez encore beaucoup le web? On vise encore une croissance de comme 15 à 20% par année en ligne. OK, c'est beaucoup. Hein? Mais tu sais, nous, tu disais avant le podcast que toi, tu n'écoutes pas beaucoup de podcasts ou pas du tout, en fait. Ouais. Moi, j'écoute énormément de podcasts, mais beaucoup basés aux États-Unis. J'aime me comparer avec des entreprises de là-bas. Je trouve que ça donne une vision qui est différente que l'entrepreneuriat au Québec. À certains égards, là, c'est pas tout le monde que je mets dans le même panier. Mais on voit aux États-Unis que la mode, c'est je pars une compagnie, je vais lever à peu près 3, 4, 5, 10 millions avec un private equity ou genre un venture capital, des trucs de même. Nous, on vise la profitabilité avant tout. Ça fait que notre croissance, oui, on vise une croissance qui est soutenue, mais pas au détriment de la profitabilité. Puis c'est là que des fois, on peut être attiré par l'appât du gain de comme croissance, mais finalement, tu fais des pertes année après année, ben nous, c'est pas notre façon de penser. Fait que ça a l'air moins sexy aussi, tu sais, mettons, justement, quand on le regarde, eux, puis là, ils sont comme expansion. C'est ça, tu te trouves moins hot, et comme, OK, je suis donc même pas, genre, non, je rêve donc même pas assez gros. Là, mais après, ça vient avec un stress mental de comme, t'as un conseil d'administration qui challenge tes décisions, puis c'est comme, OK, ce mois-ci, t'as pas fait 70% de croissance, qu'est-ce que tu fais? Fait que nous, c'est ça. On décide d'avoir une croissance qui est stable et soutenue pour le web. Les ventes corporatives, pour nous, cette année, ça va être un gros win. Ça fait 8 ans qu'on en fait. On le faisait juste pas le mettre de l'avant. Okay. Mais pour nous, c'est un bel élément différenciateur versus notre compétition. Puis ben, les magasins, c'est vraiment de quoi qu'on a le goût d'y aller all-in en ce moment. Fait qu'on en rouvre 4 cette année, puis 4 l'année prochaine. Ça fait qu'on aura un total de 12 boutiques d'ici la fin de 2026. Là. Puis j'aime ça, le point que tu amènes par rapport à la pression et tout ça. C'est beau, justement, on veut que notre entreprise soit profitable, on veut que notre entreprise croisse et tout ça, mais il y a toujours un humain derrière. Ouais. Comment vous la vivez, cette pression-là, mettons, dans votre quotidien? Je dirais que ça dépend des années. Ouais. Et des projets en cours. Ouais. Puis aussi, je pense que c'est important d'avoir de la gratitude. Puis je me disais ça récemment, j'étais allé en Beauce. En fait, nous, le mois de novembre a été désastreux parce que, je sais pas si vous vous souvenez de la grève de Post Canada. Ouais, on l'a vécu aussi. Nous, 85% de nos envois postaux sont faits avec Post Canada. Fait que novembre, qui est notre mois le plus gros, qu'on met nos plus gros rabais de l'année, a été aussi le mois qu'on a eu Black Friday, moins 25% de ventes à cause que les gens avaient peur de ne pas recevoir leur colis à temps. Puis nous, financièrement, on ne pouvait pas dire, OK, à place de payer un timbre qui coûte comme 2 $ et quelques, on va payer 12 $ pour avoir un shipping qui est express. Ouais. Fait
on offrait des options à nos clients. On se croisait les doigts que les ventes se fassent. Puis la réalité, c'est que ça a été non. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des mois de même que tu te poses des questions vraiment sur qu'est-ce que je fais. Puis il y a des mois comme le mois de janvier l'équipe est craquée, on est reposé. Fait que je pense que c'est important d'avoir une bonne balance. Puis t'en parlais que ça varie de personne en personne. Ouais. On est du monde intense, on est axé sur les résultats, sur l'efficacité. Mais moi, je suis un gars que j'ai réalisé dans les dernières années que pour être heureux puis d'être performant, il faut que j'aille une bonne balance. Fait que je suis pas quelqu'un qui travaille 70 heures par semaine. Je fais attention à ma santé mentale, ma santé physique. Puis je trouve que tout ça mis ensemble, ben, ça te permet d'être plus en mode marathonien que de faire des sprints ici et là. Ça, c'est arrivé quand dans ton parcours? Parce que j'imagine que début vingtaine, c'était pas ça nécessairement non plus. Non, début vingtaine, c'est pas le cas. Je dirais peut-être que... Ben, j'ai tout le temps été quand même quelqu'un de stable. Okay. D'un point de vue, justement, j'aime faire du sport. J'ai réalisé rapidement que si je fais pas de sport, mon cerveau, il va pas bien. T'es pas aussi efficace. Exact. Mais je dirais que j'ai amplifié ça dans les peut-être 2-3 dernières années, de prendre du temps à l'extérieur, de voyager. Je trouve que c'est les moments que je reviens tellement plus fort, puis avec des bonnes idées. Ça te fait du bien. De prendre des moments pour te sortir du quotidien. Comme ma fête est au mois de mars, je me suis donné comme cadeau de fête. Je m'en vais 3 jours faire une retraite de silence dans un monastère à Saint-Benoît-du-Lac en Estrie. Okay. Ouais, puis je m'en vais là avec papier, crayon. J'emmène pas mon ordi. Je vais laisser mon sel dans mon auto. Okay. Puis je vais parler à personne. C'est cool. À ce moment-là, travailler sur la stratégie plus long terme. Ça, c'est de quoi que j'ai perdu, qu'on dirait qu'il faut que je me force à le faire, faut que je le mette dans mon horaire pour réfléchir. Le gérer comme si c'était une priorité aussi. Ouais. C'est facile de se laisser envahir par le quotidien puis de tomber dans faut que je fasse ça, mais il faut quand même que tu gardes une vision sur ton futur parce que... Puis moi puis ma conjointe, on n'a pas d'enfants, ça fait que ça nous permet quand même... vous autres, je sais pas si toi tu as des enfants, toi chez Koui, fait que ça doit être un autre niveau aussi de pression puis de... Est-ce que vous en voulez ou... En ce moment, on est très ambivalent. Là. On se dit pas absolument non, mais on se dit vraiment pas oui. OK. Ta blonde est en affaires avec... elle travaille avec vous? Elle est en affaires? Non, elle travaille dans une entreprise de Boston en technologie puis elle est aux ressources humaines. OK. Puis c'est quoi, les enfants, c'est-tu parce que par rapport à l'entrepreneuriat que tu vois moins le mariage entre ça ou c'est juste comme... Non, c'est de te poser des questions dans la vie sur pourquoi je le fais. On dirait que tu te dis tout le temps quand tu es jeune, c'est sûr, je vais avoir des enfants. Oh ouais, tu te poses pas de questions. C'était notre plan de match. Là. On se disait à 30 ans, on va avoir des enfants. Et là, le 30 ans arrivait, puis on se disait, peut-être pas tout de suite. Ouais. Puis là, tu commences à avoir des amis qui ont des enfants. Puis tu vois la dynamique qui s'installe. Ouais. Puis j'ai comme réalisé à un moment donné aussi avec elle, c'est on peut avoir le plaisir, comme on est parrain-marraine d'un de nos meilleurs couples d'amis. Le petit Édouard, on le voit régulièrement, puis ça me procure du bonheur. Mais de dire que je vais avoir, moi, un enfant en ce moment, j'ai 31 ans, ça fait que j'ai encore du temps avec ma blonde pour pouvoir s'y rendre, mais en ce moment, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. C'est dans les cartes pour vous. Ouais. Mais c'est pas à cause de la business, c'est vraiment c'est un choix. Profondément vous, ce que vous c'est ça. Puis vous êtes mariés? Ouais. Parce que je comprends, c'est-tu récent? Ça fait combien de temps? On s'est mariés il y a 2 ans. OK. Puis c'est... Elise, elle veut savoir c'était où, ça coûtait combien? Je suis dans le planificatif de mariage aussi. Nice. Mais nous, on voulait un mariage qui nous représentait. OK. On est du monde de party, genre on aime la musique et tout. Surprenant. Nous aussi, c'est dans nos priorités. On est allé, je pourrais t'introduire à la personne qui nous a aidés, mais on s'est mariés au Jatoba à Montréal. C'est un restaurant dans le Vieux-Port. Style asiatique. T'es déjà allé? Oui, j'étais déjà allé. Très, très bon. Puis il y a une genre de terrasse. On dirait que t'es dehors, mais c'est une terrasse qui est couverte, qui est climatisée et tout. Mais t'as vraiment le feeling d'être dehors, puis il y a plein de plantes. Fait que c'était comme cette salle-là en fait, on avait privatisé le resto au complet. Puis on était 70 personnes. C'est le fun. Majoritairement des amis, notre famille immédiate, mais on voulait pas avoir les grandes-tantes, grands-oncles, c'est ça, que tu vois pas souvent. Fait que ça a été un méchant party. Je te c'est conseille fortement le Jatoba. OK, merveilleux. Je te souhaite pas qu'il fasse... Nous, ils faisaient genre 32, 33. Oh shit, C'était genre une journée... Mais tu contrôles pas ça, là. Quand non, il fait chaud l'été, il y en a des canicules. Puis, excuse-moi, ta blonde, c'est-tu genre high school sweetheart? Parce qu'elle vient de la Beauce aussi. Mais elle vient de la Beauce, mais on s'est connus genre
à Montréal, dans un contexte d'amis en commun. C'est un addon. Ah ouais. Les deux, on habitait à Québec, on s'est connus à Montréal, mais les deux, on venait de la Beauce, puis on s'était jamais vus de notre vie. C'était vraiment destiné. Ouais. Puis ça fait 10 ans qu'on est ensemble. OK, félicitations. Ouais, félicitations. Merci. C'est quoi tes ambitions futures à toi, autant personnellement qu'avec Case Me? Honnêtement, notre rêve, nous, c'est créer une business dans laquelle on aurait toujours voulu travailler. On a soif de croître. On a soif d'avoir un impact qui est positif sur la vie de notre gang, sur nos clients, sur la façon de faire de la business en général. On a eu la certification B Corp il y a 1 an et demi, puis pour nous, ça a été quelque chose de vraiment important parce que il y a un moment dans la vie que tu réalises que tes valeurs d'entreprise doivent vraiment être alignées avec tes valeurs personnelles. Puis pendant une couple d'années, c'était plus vraiment le cas. Puis on réalisait que on produit des étuis en plastique, genre, à part rendre des clients heureux, on fait pas vraiment de bien pour l'environnement, en fait, pas du tout. Ouais. Fait que ça a été un processus de revoir toute la façon qu'on travaille. Ça fait qu'avec nos fournisseurs, comment on pourrait avoir un étui, exemple, qui est 100% recyclable, revoir tout notre packaging, des trucs comme ça. Ça fait que je dirais de continuer à avoir un impact positif, autant d'un point de vue social qu'environnemental, puis d'essayer d'amener cette business-là le plus loin qu'on peut. Puis d'un point de vue perso, ben, pour vrai, je suis tellement sur mon X, genre, je me souhaite que ça continue comme ça, puis il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des obstacles à franchir, mais ça crée aussi des belles opportunités. Fait qu'en ce moment, c'est ça que dernièrement, je me disais, je suis comme, crème, si le petit Will de 22-23 ans savait où tu étais rendu après 9 ans en entreprise, genre, je réalisais que je peux être fier de ce que j'ai fait. Ouais. Puis en ce moment, j'ai comme atteint un niveau que je pensais pas atteindre, mettons, quand j'étais à cet âge-là. Puis je me dis, en ce moment, je vis une vie de rêve que j'ai toujours rêvé avoir. Ça fait que profites-en, aide les gens. Je suis un gars qui aime beaucoup collaborer avec d'autres entreprises, faire du coaching. Puis j'ai un rêve de un jour avoir un organisme à but non lucratif pour aider justement sur tout ce qui est impact environnemental, moi qui me crée énormément d'anxiété personnellement de voir où est-ce qu'on s'en va comme société. Fait que, ouais, je dirais que c'est ça. Vous autres, ça serait quoi? Hey, c'est tellement une bonne question. Ben moi, en tout cas, je trouve ça admirable, l'équilibre que tu réussis à avoir en tant qu'entrepreneur avec ta vie personnelle. Fait que moi, définitivement. Que j'essaye d'avoir. Ouais. Que t'essaies. Ouais, mais tu sais, t'as quand même l'air d'avoir, là. Tu travailles des heures raisonnables, là, de ce que je comprends, dans ta semaine. Ouais. Fait que moi, c'est clairement mon objectif numéro 1 de point de vue professionnel et personnel, je dirais, là, d'avoir un meilleur équilibre entre les deux. Je sais que l'équilibre, c'est pas tout le temps atteignable. Puis... Mais tu sais, d'avoir, surtout avec des jeunes enfants comme ça. Ils ont quel âge, j'ai dit? 4, 6, 8. Mais tu sais, fait que là j'étais contente. C'est la semaine de relâche qui s'en vient. Puis j'ai la moitié de ma semaine, je suis avec elle. Puis on a prévu une activité. Puis c'est la première fois depuis. Elle de 8 ans est en 3e année. C'est la première fois que je prends des jours de congé pendant la semaine de relâche. Fait que, félicitations. J'essaie, merci. Mais c'est ça, c'est des petits pas comme ça. Fait que moi, c'est vraiment l'équilibre parce qu'on a beau travailler vraiment beaucoup, puis l'entreprise a du succès, tout ça, mais si t'en profites pas ou que c'est au détriment de ta famille, c'est vraiment pas correct selon moi. Fait que moi, c'est vraiment ça. Moi, de mon côté, vous êtes entré en affaires, vous étiez plutôt jeune. Moi, c'est plus récent pour moi. Fait que, je me sens vraiment sur mon X aussi. Mais j'ai soif. Puis moi, j'ai envie de travailler comme le 70-80 heures. Je suis crinquée. Fait que je dirais que de mon côté, c'est ça pour l'instant. Mais définitivement, moi, j'aimerais ça aussi. Ça me faisait penser tantôt quand tu disais, on s'était dit à 30 ans, on va regarder pour les enfants et tout. Nous, on est un peu là. Fait que, on réfléchit de ce côté-là. Je pense à ce point-ci que j'aimerais s'en avoir, mais comme je suis pas pressée, là. Fait que... Ouais, c'est des grandes choses. Ouais. Ouais, vraiment. Puis j'ai une dernière question pour toi. S'il y avait quelque chose à refaire dans ton parcours, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Une bonne question. Question piège. Ouais. Puis des fois, tu sais, on se dit, toutes les erreurs que j'ai commises m'amènent à être la personne que je suis, donc je suis reconnaissant puis je changerais rien. Ouais. Mais tu sais, s'il y a une décision d'affaires que tu aurais faite différemment? Ben, celle du virage de faire attention à l'environnement. Je trouve que maintenant, je veux pas excuser le William dans le temps, mais ça faisait un peu moins partie des discussions de société et tout, mais j'aurais pu le faire, mais on l'a pas fait. Puis après ça, c'est vraiment dur de changer cette machine-là de bord. Ça vient avec des coûts quand même faramineux. Fait que je dirais ça,
d'aligner tes valeurs personnelles avec les valeurs de ton entreprise, puis de pas déroger de ça. Parce que Plutôt c'est là plus tard. que tu te rends malheureux à... Tu sais, moi, je me levais un matin, là, puis je me souviens, là, j'étais comme... Je suis quasiment gêné de faire ça. Genre, je filais vraiment pas bien par rapport à ça précisément. J'ai la chance d'avoir mon partner qui savait que ça me prenait à cœur, puis lui aussi, ultimement, ça l'importait. Puis il a fait « OK, let's go, Will, on le fait. » Ce changement-là. Fait que je dirais ça, c'est de quoi que tu te crées des histoires dans ta tête de « Ah, on n'a pas besoin de ça, puis justement, on vise la profitabilité. » Ouais, mais à quel prix, genre? Il n'y en aura pas de business si l'environnement crash rapidement. Fait que comment que tu peux être un bon leader d'un point de vue affaires? Puis je trouve que c'est un mouvement que tu peux créer. Puis c'est ça que j'aime de B Corp. On est quelques milliers d'entreprises dans le monde à être certifiés B Corp. C'est des acteurs de changement dans le monde entrepreneurial. Puis je pense que ça l'aide à en parler avec le monde, puis de donner des exemples. Puis dans le fond, les gens, ils veulent tout bien faire dans la vie. Il y a peut-être du monde qui s'en fout plus, mais c'est rare que tu te lèves le matin en te disant genre « Hey, j'ai le goût de briser l'environnement aujourd'hui, ça va me faire du bien. » Fait que je pense que c'est juste d'en parler, puis ça vient allumer des lumières à du monde, puis ça crée un mouvement qui est constant. Puis maintenant, quand je vais des fois donner des conférences à des universités, dans les cégeps, je vois que ce truc-là par rapport à l'environnement puis l'impact social est de plus en plus important pour les jeunes qui se partent en affaires, puis je trouve ça vraiment beau. C'est un exemple justement pour les jeunes de voir que c'est accessible, surtout dans une industrie comme la vôtre, que ça te serait peut-être pas dit d'emblée. Pourquoi tu le fais aussi? On le fait pas, le sigle B Corp, on le fait pas pour le marketing, on le fait pour les gens qui connaissent B Corp. C'est comme un scan que quand tu vas à l'épicerie ou à la pharmacie, moi je regarde en arrière, si je vois qu'il y a un logo B dessus, je sais que c'est une entreprise qui fait attention socialement et à l'environnement. Fait que je me dis, moi, c'est axé avec mes choix personnels. Fait que c'est comme une façon d'aider les clients à faire le tri entre, OK, tel business versus tel business. Puis concrètement, c'est quel changement que vous avez dû faire dans l'entreprise pour devenir B Corp? Il y a eu beaucoup de choses. On parle beaucoup de l'environnement avec B Corp, mais il y a 5 piliers. Il y a l'impact social de 1, qui est comment que tu peux faire du bien à des choses qui n'ont pas rapport avec ta business. Fait que nous, on a commencé à faire de la plantation d'arbres. Fait qu'à chaque année, on alloue 3% de nos profits nets à des causes environnementales. C'est beaucoup, là, 3%. Et on donne 1,5% de nos profits nets annuels à des causes sociales. Fait qu'on fait du bénévolat, on donne des fonds à des organismes à but non lucratif pour aider des enjeux de société. Nous, on essaie d'avoir un impact surtout localement, ça fait soit en Beauce ou soit à Québec. Sinon, il y a toute la chaîne d'approvisionnement. Fait que tes fournisseurs, c'est quoi ta relation que tu as avec eux? C'est quoi les questions que tu poses réellement avant de dire « Ah, parfait, mon fournisseur X en Asie ou en Europe. » Y a-t-il des fournisseurs que vous avez dû changer suite à ça? On les a pas changés, mais on leur a mis des barèmes à respecter. Fait que vous les avez c'est ça que je dis quand tu deviens un acteur de changement. Pour eux, c'est dire « Ah, OK, vous nous demandez de faire ça, ben pourquoi pas? » Qui ont embarqué avec vous. Ouais, exact. Oui, il y en a qu'on a mis de côté. Après ça, c'était de voir justement la chaîne d'approvisionnement. Vu qu'on avait un cash flow qui était moins important à ce moment-là, on faisait beaucoup de shipping par avion parce que ça nous permettait de ne pas avoir 400 000 $ en inventaire qui dort au bureau. Maintenant, on fait toute notre expédition par bateau. Fait que c'est de remettre en question un peu toutes tes décisions d'affaires. Puis une grosse portion qui est par rapport à ton équipe. Fait que nous, on a mis sur pied une politique de vacances illimitées pour nos employés, d'avoir justement une qualité de vie qui est très bonne. Bref, d'être très flexible pour ta gang, puis de te dire, ces gens-là, ils te donnent 40 heures par semaine pour t'aider à pousser un rêve puis d'amener une business à un autre niveau. Ben, selon moi, c'est juste un respect d'offrir le mieux possible à notre gang. Ah, wow. En tout cas, très inspirant. Merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à nous. Merci à vous autres. C'était vraiment impressionnant, ce podcast-là. Puis moi, qu'est-ce qui m'a le plus impressionné, Ellie, c'est de voir comment William est aligné avec ses valeurs personnelles qu'il transmet aussi dans son entreprise. Je trouvais ça admirable. Extrêmement louable. Puis de faire ça dans une industrie, justement, à quoi on s'attend pas à ça. Non, hein? Wow. C'était vraiment bien. Si la discussion vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre pour toujours plus de contenu sur nos entrepreneurs d'ici.